Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons présenter le roman intitulé Le Rouge et le Noir. Ce livre a été écrit par Marie-Henri Bell, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal. Stendhal est né à Grenoble en 1783. Sa mère meurt alors qu'il n'a pas encore 8 ans. L'éducation qu'il reçoit est sévère. Il se renferme sur lui-même et en veut au prêtre jésuite qui lui sert de précepteur, ainsi qu'à son père avocat. Heureusement, son grand-père, qui a beaucoup de gentillesse et d'affection pour lui, l'empêche de mal tourner. Le jeune Stendhal se délecte de la lecture des livres de la bibliothèque du vieil homme. En 1799, suite au coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, Stendhal se rend à Paris. Grâce à son cousin, il entre dans l'armée, puis travaille au tribunal administratif. Il participe aux guerres napoléoniennes en tant que messager de l'empereur. Lorsque Napoléon abdique en 1814, Stendhal perd son emploi et s'endette. Il quitte la France pour l'Italie, et commence à gagner sa vie en écrivant. C'est durant cette période qu'il produit l'essentiel de son œuvre faite d'essais, de nouvelles, de romans et de récits de voyage. En 1829, il écrit Le Rouge et le Noir, son chef-d'œuvre. Publié l'année suivante, ce roman suscite l'indifférence des contemporains de Stendhal. Les 750 exemplaires de la première édition se vendent très mal. Néanmoins, Stendhal sait qu'il faut du temps au génie pour être reconnu, et prédit que son ouvrage ne commencera à être lu qu'en 1880 minutes et à n'être apprécié à sa juste valeur qu'en 1935. C'est effectivement ce qu'il se passe. Le Rouge et le Noir ne suscite l'enthousiasme du public qu'un demi-siècle après sa première impression. L'écrivain réaliste français, Émile Zola, dit de Stendhal qu'il est l'un de ses maîtres. L'auteur russe Léon Tolstoï, quant à lui, fait l'éloge des descriptions psychologiques opérées par Stendhal dans ses romans. Selon le lauréat du prix Nobel de littérature André Gide, Le Rouge et le Noir est un livre en avance sur son temps, destiné aux lecteurs du XXe siècle. Bien que peu connu à son époque, Stendhal est devenu, grâce à cet ouvrage, une figure incontournable de la littérature française. Aujourd'hui, Le Rouge et le Noir fait partie des œuvres préférées de beaucoup de lecteurs, et notamment des jeunes lecteurs. De quoi parle ce roman? Pourquoi est-il encore aujourd'hui si populaire? Découvrons-le ensemble dans ce Bookey. Le Rouge et le Noir raconte la vie d'un jeune homme ambitieux mais d'origine modeste qui souhaite s'élever dans la hiérarchie sociale. Cependant, tous ses efforts sont vains, et son histoire se termine tragiquement. Partout dans le monde, les jeunes générations continuent de s'identifier à Julien Sorel, le héros du roman, ce qui prouve bien le talent de Stendhal. Le prénom, Julien, est même devenu synonyme d'ambition et de soif de réussite. Le Rouge et le Noir brosse également un portrait fidèle de la société française de 1830. Il expose les liens qui existent entre l'aristocratie, le clergé et la bourgeoisie de cette époque. Le sous-titre du livre, Chronique du XIXe siècle, témoigne de la volonté de Stendhal de raconter l'histoire à travers la fiction. Dans ce roman, l'auteur décrit avec beaucoup de finesse la psychologie de ses personnages, au point que de nombreux critiques considèrent Le Rouge et le Noir comme l'une des premières fictions psychologiques. Nous présenterons ce roman de Stendhal en 3 parties. Dans la première partie, nous résumerons l'histoire de Julien Sorel. Dans la deuxième partie, nous analyserons en détail ce personnage. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons en quoi le roman est une peinture fidèle de la société française de son époque. Première partie, résumé de l'intrigue. C'est une vérité universellement reconnue, qu'un célibataire qui possède une bonne fortune, doit avoir besoin d'une femme. Lorsqu'un tel homme célibataire déménage dans un nouvel endroit, toutes les familles de cet endroit avec des filles éligibles encore à marier seront sans aucun doute désireuses de le connaître afin d'affecter une introduction à leur fille dès que possible. Si tout se passe comme prévu, l'une de ces filles aura la chance d'obtenir un bon mariage. Au début du roman, la famille Bennett du village de Lombourne découvre précisément une telle occasion de marier leur fille. Bingley, un célibataire dont le revenu annuel est d'environ 4 à 5 000 livres, a récemment loué Netherfield Park. L'endroit est à proximité de la demeure de la famille Bennett. En recevant la nouvelle que Bingley est sur le point d'emménager, Madame Bennett est extrêmement excitée. Elle est remplie d'anticipation que ce nouveau venu, un riche célibataire, s'attache à l'une de ses filles et décide de l'épouser. Pourquoi Madame Bennett est-elle si désireuse de marier ses filles à un homme ayant des biens? Les Bennett mènent une vie confortable avec des moyens matériels importants. Ensemble, la famille reçoit une allocation annuelle d'environ 2000 livres de la succession de Monsieur Bennett. Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, le revenu annuel d'une gouvernante n'est que d'environ 25 livres. Par conséquent, l'empressement des Bennett à marier leur fille ne provient pas d'une incapacité à les soutenir financièrement.
Quelle en est donc la raison? La situation est la suivante. Selon les lois sur l'héritage de propriété en Angleterre à l'époque, la succession de M. Bennet ne peut être vendue ou hypothéquée. La propriété de la propriété ne peut être transférée que par héritage. Il ne peut être transmis qu'à un héritier mâle, celui qui est le parent masculin le plus proche du propriétaire actuel, M. Bennet. Parce qu'il n'a pas de fils, à sa mort, la succession ira inévitablement à un parent masculin éloigné. La femme de M. Bennet et ses 5 filles ne recevraient que des actifs d'une valeur totale de 5 000 livres entre elles. La classe dans laquelle elles vivent ne permet pas aux femmes de travailler, elles n'ont pas d'autre source de revenus et cet argent ne peut tout simplement pas les faire vivre dans le passé. La seule façon pour les filles d'être assurées d'une vie sûre pour le reste de leur vie est d'épouser un homme possédant des biens. Le mariage détermine, pour ainsi dire, le type de vie qu'ils pourront mener pour le reste de leur vie. S'ils ne se marient pas pour gagner de l'argent, ils passeront le reste de leur vie dans la pauvreté et les difficultés. Pire encore, s'ils ne se marient pas, ils seront un fardeau pour le reste de la famille. Par conséquent, la planification des mariages de sa fille retient une grande partie de l'attention de Madame Bennet. C'est quelque chose d'une grande affaire dans sa vie. Maintenant qu'un riche célibataire est arrivé près d'eux, Madame Bennet ne manquera certainement pas une si belle occasion de trouver un mari pour ses filles. Peu de temps après son arrivée à Netherfield Park, Bingley rencontre les 5 sœurs Bennet à un bal. Il est accompagné à la fête par ses 2 sœurs, son beau-frère et un autre ami. Il gagne l'affection de presque tout le monde là-bas, y compris Jane, la fille aînée de Bennet. Jane l'admire beaucoup pour son apparence digne, son visage vif et ses manières amicales. Bingley lui rend son attirance, la considérant comme la femme la plus belle et la plus sage de la fête. Immédiatement hypnotisés l'un par l'autre, les graines de l'amour germent dans le cœur de ce jeune couple. Darcy est l'ami de Bingley qui l'a accompagné au bal. Il a une construction robuste, et raffinée dans ses traits et ses manières, et la rumeur veut qu'il commande une allocation annuelle de 10 000 livres. Techniquement, avec des attributs aussi excellents, il devrait faire tourner la tête des jeunes femmes partout où il va, mais les femmes s'éloignent de lui en raison de sa tendance à se comporter de manière arrogante, méprisant souvent les autres. La deuxième fille de Bennet, Elizabeth, ne l'aime pas particulièrement. Lorsque Bingley suggère à Darcy de rejoindre Elizabeth pour une danse, Darcy rétorque qu'il ne la trouve pas assez jolie, et donc pas digne de danser avec lui. Une fois que la famille Bennet a été présentée à la famille Bingley au bal, ils commencent à se rendre visite. L'amour et l'admiration mutuelle de Jane et Bingley deviennent de plus en plus profonds à mesure qu'ils apprennent à mieux se connaître. L'aversion d'Elizabeth envers Darcy et son arrogance continuent, mais peu à peu, Darcy commence à tomber amoureux d'Elizabeth. Il commence à considérer ses yeux comme extraordinairement beaux. Il voit dans son visage la manifestation d'une intelligence extrême et, dans sa posture, d'élégance et de grâce. Plus que cela, il trouve son caractère généreux et enjoué tout à fait adorable. Un jour, Jane reçoit une lettre contenant une invitation de la sœur de Bingley, Caroline. Jane est invitée à être son invitée à Netherfield Park. Aussitôt, dès qu'elle a fini de prendre connaissance de l'invitation, Jane se met en route à cheval vers Netherfield. Elle aurait pu entreprendre le voyage en calèche, mais la mère de Jane, Madame Bennet, insiste pour que Jane monte, c'est une ruse. Madame Bennet a regardé le ciel et a vu un changement venir dans le temps, les nuages sombres menaçant annonçant la pluie à venir. Si Jane se rend à Netherfield à cheval, il pourrait être gênant pour elle de rentrer chez elle lorsque la pluie arrivera. Elle aurait donc l'excuse parfaite pour passer la nuit. On peut comprendre à quel point Madame Bennet a tout planifié avec minutie. Elle a l'intention d'aider sa fille à faire un bon mariage et à être en sécurité. Peu après le départ de Jane, le ciel s'ouvre en une pluie diluvienne, comme l'avait prévu Mrs. Bennet. Avec cette pluie incertaine, Jane n'a d'autre choix que de passer la nuit à Netherfield Park. Cependant, comme elle a froid, prise dans la pluie en chemin, le deuxième jour, Jane tombe malade. Apprenant la nouvelle de la maladie de Jane, Elizabeth décide d'aller voir sa sœur immédiatement. Malheureusement, la voiture familiale n'est pas disponible et elle ne sait pas monter à cheval, alors Elizabeth se met en route et se rend à pied à Netherfield Park. Lorsqu'elle arrive à la maison, après avoir traversé des champs et parcouru des chemins boueux, ses bas sont mouillés et sales. Elizabeth reste avec Jane à Netherfield Park pendant 3 ou 4 jours. Le cadre offre à Austen un espace clos pour que ses personnages clés puissent interagir et améliorer leur compréhension les uns des autres. De cette façon, il révèle d'autres aspects de leur personnalité. À travers des descriptions de diverses conversations et promenades tranquilles dans le parc, Austen intensifie l'émotion entre ses personnages.
Bingley reste inébranlable dans ses soins et son dévouement envers Jane. Pendant que Jane est là, il remarque à peine les autres personnes qui sont autour. Cependant, il est aussi extrêmement attentif et aimable envers Elizabeth. Les sœurs de Bingley semblent peu préoccupées par la maladie de Jane à la surface, et en dessous, elles ne la considèrent pas comme une question de conséquence. S'ils semblent s'en soucier, c'est simplement faire un spectacle. Elizabeth voit clair dans leur hypocrisie. Elle connaît depuis longtemps les attitudes de la sœur. Il critique également souvent Elizabeth dans son dos, commentant sa mauvaise apparence et son manque de raffinement. Il ridiculise même sa manière de marcher et se moque de M et Madame Bennet pour leur manque d'instruction. Darcy, d'autre part, après plusieurs combats verbaux avec Elizabeth, se rend compte que son goût pour elle devient de plus en plus fort. Sans le vouloir, il commence à lui accorder une attention particulière. Lorsque l'état de Jane commence à s'améliorer, elle et Elizabeth quittent Netherfield Park et rentrent chez elle. Le deuxième jour suivant leur retour, un visiteur indésirable se présente à la maison. Ce visiteur n'est autre que le cousin de M. Bennet, William Collins, le parent masculin éloigné que nous avons mentionné plus tôt, celui qui héritera de la succession de M. Bennet à sa mort. La famille de Collins n'était pas riche auparavant, mais il a une certaine sécurité par le mérite de la tante du legs involontaire de M. Bennet. De plus, avec l'aide de sa patronne Lady Catherine de Bourgh, il est devenu recteur à Hunsford. Cette bonne position lui permet de gagner un salaire décent et lui donne une maison confortable où il peut vivre. Maintenant qu'il s'en sort bien dans la vie, il est lui aussi prêt à envisager la perspective d'un bon mariage. Qui pense Collins fera une épouse convenable? Les premières candidates qui lui sont venues à l'esprit n'étaient autres que les sœurs Bennet, toutes deux censées être belles à part entière. De plus, s'il fait un match réussi et épouse l'un d'eux, ce serait une forme de compensation pour la famille Bennet. Collins pourrait hériter de la succession de Bennet en toute impunité, sans culpabilité à l'avenir. Après avoir finalement rencontré ses cousins face à face, il choisit Jane, l'aînée et la plus belle d'entre eux. Cependant, dès qu'il apprend que Jane est déjà amoureuse d'un autre prétendant potentiel, il change d'allégeance et courtise la sœur de Jane, Elizabeth, juste derrière Jane en âge et en beauté. Cette décision, bien sûr, envoie Madame Bennet sur la lune avec joie. Elle s'imagine pouvoir marier ses deux filles très bientôt. Cependant, les sœurs Bennet n'apprécient pas du tout Collins. Collins est guindé, démodé et pédant. Il parle sans cesse de la générosité et de la gentillesse de l'honorable Lady Catherine de Bourgh et de la satisfaction qu'il tire de ses jardins et de sa propriété à Hunsford. Bien sûr, il ne néglige jamais non plus de poursuivre assidûment ses fonctions de recteur. Pendant les bavardages après un repas, il profite de chaque occasion pour prêcher aux sœurs les enseignements des saints et pontifier sur d'autres morales démodées. Ses sermons après le dîner sont tels qu'Elizabeth et Jane le trouvent complètement exaspérant. Heureusement, il rencontre bientôt un nouvel ami, George Wickham, un jeune officier militaire beaucoup plus sympathique. Ses interactions avec les sœurs sont une source de grande joie et qui leur procure un excellent divertissement. Wickham est beau. En apparence, ses traits sont impeccables. Non seulement cela, mais il est aussi d'une sincérité désarmante dans ses manières et juste dans son comportement. Par conséquent, il gagne rapidement les affections d'Elizabeth. Son ouverture l'amène à confier ses antécédents familiaux malheureux à Elizabeth, cela lui vaut la sympathie. Selon le récit de Wickham, son père avait l'habitude d'aider le père de Darcy. Wickham est le filleul de feu Monsieur Darcy, qu'il aimait beaucoup. Lorsque l'ancien Monsieur Darcy est décédé, il a laissé un testament, qui ordonnait à Darcy d'aider Wickham à prendre les ordres sacrés et à devenir membre du clergé. Cependant, Darcy n'a pas réalisé le souhait de son père. Darcy était étroit d'esprit et jaloux. Il en voulait à Wickham. Quand Elizabeth entend cette histoire, son impression de Darcy s'aggrave et ses sentiments de sympathie envers Wickham grandissent. Darcy est devenue totalement arrogante dans le cœur d'Elizabeth, une personne froide, égoïste et complice. Elizabeth découvre également que la patronne de Collins, Lady Catherine de Bourgh, n'est autre que la tante de Darcy. Et Darcy est fêté d'épouser Mademoiselle de Bourgh à l'avenir afin que les deux familles puissent combiner leurs atouts substantiels. À ce stade, Austen a décrit la dynamique des relations entre ces personnages clés et les a étoffées. La paire de Jane et Bingley partagent une admiration mutuelle, Collins est sur le point de proposer à Elizabeth, et Darcy et Wickham débattent s'ils vont aller plus loin dans leurs relations respectives avec Elizabeth. Mademoiselle de Bourgh pourrait aussi épouser Darcy. Austen a généré beaucoup de suspense pour ses lecteurs avec ses scénarios fluides. Jane et Bingley réussiront-ils à se marier?
Elizabeth pourrait-elle accepter la proposition de Collins? Darcy et Wickham poursuivront-ils Elizabeth à la place? Continuons et voyons comment l'histoire se déroule. Après avoir assisté à plusieurs dîners et bals avec les sœurs Bennet, Collins demande finalement Elizabeth en mariage. D'une manière tout à fait naturelle, il expose les 3 raisons pour lesquelles il veut l'épouser. Il confie généreusement à Elizabeth que, si elle dit oui, il n'aura aucune demande concernant sa dot. Pourtant, même dans ses rêves les plus fous, ce qu'il ne parvient pas à anticiper, ce sont les sentiments d'Elizabeth. Il ne pouvait tout simplement pas concevoir qu'elle ignorerait toutes ses qualités exceptionnelles. Elle rejette sa proposition bien intentionnée car, comme elle le dit, les sentiments à tous égards l'interdisent. Lorsque Mrs. Bennet voit sa propre fille, incapable de voir ce qui est le mieux pour elle, ruiner l'opportunité et le potentiel d'un excellent parti, juste comme ça, elle est enragée, tellement enragée qu'elle tombe malade. Pourtant, malgré cette proposition ratée, Collins n'abandonne pas sa quête d'une épouse. Très vite, il change à nouveau de cible. Cette fois, il dirige son intention amoureuse vers la bonne amie d'Elizabeth, Charlotte Lucas. Collins lui transmet ses sentiments et ses intentions. Cette fois, ses avances sont beaucoup plus réussies. À peine 2 jours s'écoulent avant qu'il ne conquiert le cœur de Charlotte. Il demande sa main en mariage et elle accepte. Lorsque cette nouvelle parvient à Elizabeth et Madame Bennet, elles sont toutes les deux furieuses, Elizabeth, parce qu'elle ne peut pas croire que Charlotte soit réellement tombée amoureuse d'un imbécile comme Collins, Madame Bennet parce qu'elles ont laissé échapper une si excellente opportunité de mariage, pour rien. Comme le dit le proverbe, les mauvaises choses viennent toujours par 3. Après la ruine des perspectives de mariage d'Elizabeth, Jane, qui semblait initialement profiter des opportunités les plus prometteuses à cet égard, subit un revers majeur, ses espoirs déçus. Jane avait reçu une lettre de Caroline, l'informant que toute la famille devait passer l'hiver à Londres et ne reviendrait pas à Netherfield Park de sitôt. Jane se rend bientôt à Londres et tente de rendre visite à Bingley. Cependant, dans sa quête pour le voir, elle rencontre une forte résistance de la part des sœurs de Bingley. Et, juste comme ça, les 2 filles sur lesquelles Madame Bennet avait misé ses espoirs, Jane et Elizabeth, avaient toutes 2 perdu leur chance d'un bon mariage. Les rêves de Madame Bennet ont été anéantis. Après le départ des familles Collins et Bingley, Elizabeth commence à développer une relation plus étroite avec Wickham. Cependant, juste au moment où Elizabeth commence à envisager la possibilité que ce soit un match sérieux, il professe son amour à quelqu'un d'autre. L'objet de ses affections est une jeune femme riche. Si Wickham parvient à gagner sa main, il pourrait potentiellement acquérir des actifs d'une valeur de 10 000 livres. En comparaison, Elizabeth est tout simplement trop pauvre. Elizabeth ne blâme en aucune façon Wickham. Pour un homme comme Wickham, sans atout à son nom, Elizabeth ne peut que concéder qu'il fait le choix le plus raisonnable. Elizabeth rend visite à la maison Collins à Hunsford, essayant de se distraire de sa romance ratée. Là, elle rencontre Darcy avec son cousin, le colonel Fitzwilliam. Elizabeth apprend une autre des transgressions de Darcy par Fitzwilliam. La connaissance ajoute à son autre contre Darcy qui doivent encore se dissiper. Il semble que Darcy soit intervenu dans les affaires de Bingley, recourant à quelques astuces sournoises pour interrompre la relation de Bingley avec Jane. Darcy a estimé que certaines des qualités de Jane n'étaient pas à la hauteur, donc elle ne serait pas une épouse convenable pour Bingley. Lorsqu'elle découvre que sa sœur a été lésée sans faute de sa part, et que ce n'est nul autre que Darcy qui a détruit son bonheur à elle seule, le ressentiment d'Elizabeth envers lui devient d'autant plus profond. Elizabeth ne pouvait guère prévoir ce qui se passerait ensuite. Darcy lui avoue son amour et demande même la main d'Elizabeth en mariage. Au début, elle est prise par surprise. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que Darcy nourrisse de tels sentiments. La surprise, cependant, se transforme très rapidement en colère lorsqu'elle se rend compte que même lorsqu'il lui propose, Darcy ne peut pas se débarrasser de son emphase totale. D'un côté, il avoue ses sentiments forts, mais de l'autre, il dit qu'il ne devrait pas tomber amoureux d'elle parce qu'elle vient d'un milieu inférieur. Il apparaît comme arrogant et impudent. Tout au long de tout cela, il maintient l'apparence de celui qui est inattaquable, entièrement convaincu qu'il obtiendra ce qu'il veut. Il tient pour acquis qu'Elizabeth serait ravie. La réaction naturelle de toute femme poursuivie par quelqu'un comme lui. Elizabeth est indignée et le refuse durement, en même temps, elle précise qu'elle lui reproche d'avoir creusé un fossé entre Jane et Bingley et d'avoir blessé Wickham. Pour la première fois, Darcy se rend compte de la piètre impression qu'Elizabeth a de lui. Simultanément, il devient introspectif et conscient qu'il a dû en effet se montrer incroyablement pompeux dans le passé,
étant donné qu'il a toujours méprisé les personnes des classes sociales inférieures. Darcy en voulait aux personnes mal éduquées et n'était jamais disposé à être courtoise envers qui que ce soit. En ce qui concerne l'affaire Bingley, il s'était également empressé de prendre les choses en main. Il n'aurait jamais dû se comporter comme ça. Il écrit une lettre à Elizabeth. Il y exprime sa culpabilité quant à son attitude envers Jane. Il défend ses intentions initiales et explique clairement tout ce qui s'est passé avec Wickham. Bingley était incroyablement épris de Jane, c'est pourquoi il a décidé d'entraver leur liaison. L'intérêt de Bingley pourrait la attirer l'attention de toute la ville, mais Darcy n'a pas eu l'impression que Jane rendait honnêtement l'appareil à l'affection très réelle de Bingley pour elle. De plus, à part Elizabeth, les membres de la famille de Jane se sont comportés de manière répréhensible et non raffinée. C'est donc avec le bonheur futur de son ami à l'esprit que Darcy a utilisé tous ses pouvoirs de persuasion pour exhorter Bingley à quitter Jane. Darcy admet qu'il a délibérément caché la connaissance de la visite de Jane à Londres à Bingley. Cela explique pourquoi Bingley n'a jamais fait un seul effort pour rechercher Janou pendant son séjour à Londres. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.